Donc, l'alcool, sujet de Malpêche Brugère. Je lui en ai mis 5 pages sur celle-là. Ah, dis-moi, parce que moi, j'ai rien noté. Après, j'ai été un peu structuré, c'est-à-dire que j'ai expliqué déjà que sur la figure 1, on voyait 3 graphiques, chacun avec plusieurs courbes, que le premier graphique donc représentait le risque relatif pour les hommes et les femmes, donc que sur tous les graphiques qu'on avait en abscisse, le nombre de verres par jour et la quantité d'alcool correspondante, et en ordonnée donc le risque relatif de mortalité, toutes causes confondues en fonction de la consommation d'alcool. Donc, le premier graphique comparait donc les risques relatifs pour les hommes et les femmes dans différentes zones géographiques, que le deuxième graphique était relatif aux hommes dans différentes zones, au risque relatif de mortalité toutes confondues pour les hommes dans différentes régions géographiques, et que le troisième concernait donc les femmes dans différentes régions géographiques. Donc, ce qu'on voyait donc sur toutes les courbes, c'est que le risque relatif est à 1 pour une consommation nulle d'alcool et qu'il descend très rapidement pour atteindre une valeur minimum comprise entre 0,8 et 0,9 pour une consommation d'alcool comprise entre 0 et 1 verre par jour. Puis, donc, le risque augmente régulièrement jusqu'à atteindre le niveau 1 pour des valeurs différentes de nombre de verres chez les hommes et les femmes et des nombres de verres différents selon les régions géographiques. Après avoir atteint la valeur 1, donc le risque relatif continue d'augmenter. Donc, ce que l'on peut en déduire, donc, la consommation d'alcool semble être bénéfique et réduire le risque relatif de mortalité pour une consommation non nulle, mais inférieure à 1 verre par jour dans toutes les populations. Chez les femmes, le risque relatif de mortalité devient significatif à partir d'une consommation de 2 verres par jour, et que chez les hommes, le risque relatif devient significatif à partir d'un minimum de 3 verres par jour. Que ce nombre de verres est différent d'une région géographique à l'autre. Et on voit que le risque relatif, donc, alors, après j'ai fait un tableau avec les hommes, les femmes et les différentes zones géographiques. Donc, pour les hommes, donc, le risque relatif devient supérieur à 1 à partir de 65 grammes d'alcool par jour, et pour les femmes, 20 grammes par jour en Europe. Aux États-Unis, donc pour les hommes, 30 grammes par jour et 25 grammes par jour pour les femmes. Et dans les autres pays, pour les hommes, 45 grammes par jour et pour les femmes, 35 grammes par jour. Et je dis qu'il n'y a pas de données expliquant ces disparités entre les différentes régions du globe. Pour la figure 2, donc je dis que cette figure représente les résultats d'études portant sur 2 thèmes. Donc l'évolution du LDL en fonction de la consommation d'alcool et l'évolution du HDL en fonction de la consommation d'alcool. Donc, on voit que pour certaines études, l'intervalle de confiance contient la valeur 0, ce qui voudrait dire que l'on ne peut rien conclure de ces études. Toutefois, l'ensemble permet d'obtenir une valeur moyenne de la réduction du LDL avec un intervalle de confiance et une hausse moyenne du HDL avec un intervalle de confiance. Ce que l'on peut déjà remarquer, c'est que la p-value pour les 2 méta-analyses est inférieure à 0,01, ce qui veut dire que la puissance statistique du test est suffisante pour que l'on puisse en tirer des enseignements pour la population générale à partir des échantillons. Donc pour le HDL, la valeur 0 n'est L'échantillon peut être extrapolé à la population générale, c'est ça? C'est ça, oui. Et ta p-value, elle est où? La p-value, elle est tout en bas. Euh, Ah oui, 0,005. voilà. Et puis pour l'autre, 0,001, je crois. Voilà. Pour le HDL, donc la valeur 0 n'est pas dans l'intervalle de confiance, ce qui veut dire que l'on peut conclure sans équivoque à une hausse certaine du HDL sous l'effet de la consommation d'alcool. Cette hausse est en moyenne de 0,09 millimoles par litre avec une valeur minimum de 0,05 et maximum de 0,12 millimoles par litre pour un intervalle de confiance de 95%. Pour le LDL, la valeur 0 est dans l'intervalle de confiance, ce qui veut dire que l'on ne peut pas conclure de manière certaine que la consommation de l'alcool permet de diminuer le LDL.
La valeur moyenne est de moins 0,11 millimoles par litre, la valeur minimum de moins 0,22 millimoles par litre, la valeur maximum de plus 0,01 millimoles par litre. Donc, on peut conclure que si la distribution suit une loi normale, la majorité des personnes verront leur LDL baisser, mais certains pourront voir leur LDL augmenter sous l'effet de la consommation d'alcool. Il est donc difficile de communiquer sur la baisse de LDL auprès du grand public. La hausse du LDL pourrait être un élément de communication, toutefois la hausse de la mortalité à partir d'un seuil relativement bas de consommation et la disparité des seuils de consommation correspondant à un risque relatif de 1 selon les régions géographiques et le sexe rendent le message difficile à faire passer. On peut donc conclure qu'il vaut mieux ne pas communiquer sur la hausse du HDL liée à la consommation d'alcool. Ça, c'est ce qu'elle nous avait dit en cours. Et puis après, il y avait l'histoire des maladies cardiovasculaires et alimentation. Donc, les facteurs de risque, dans les facteurs de risque, j'avais mis l'âge, le tabac, l'obésité, le diabète, la sédentarité, le sexe et la consommation d'acides gras trans industriels. Et puis, comme facteur protecteur… Attends, je t'ai perdu. Attends, je retourne à la question. Donc là, maintenant, voilà. Que vous inspirent ces résultats et que pouvez-vous conclure? Là, tu es en train de répondre à que pouvez-vous conclure à l'effet de la consommation sur les pathologies cardiovasculaires et quels sont selon vous les autres facteurs de risque, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou protecteurs des pathologies. Donc, les facteurs de risque que j'ai mis l'âge, le tabac, l'obésité, le diabète, la sédentarité, le sexe pour les hommes et la consommation d'acides gras trans industriels. Et en facteur protecteur, j'avais surtout mis l'activité physique. Et puis après, je mettais consommation de fruits et de légumes, de fibres, limitation des AGS, consommation d'huile d'olive et éviter les acides gras trans en facteur protecteur. Et là, sur la nutrition, je n'étais pas très clair dans ma tête. Donc pour moi, dans un premier temps, il fallait récapituler un peu tout ce qui était maladie cardiovasculaire. Donc, j'ai mis l'hypertension et l'athérosclérose et les conséquences de l'athérosclérose, c'est-à-dire l'infarctus, l'angor, les AVC, les AIT. Donc, pour l'hypertension, donc, je m'étais limité la consommation de sel et revenir donc à une consommation de sel normale à environ 6 grammes par jour. Et puis, donc, limiter l'athérosclérose. Donc, je disais que les études montrent que la qualité des acides gras influence le profil lipidique, mais n'ont pas d'effet protecteur ou délétère, à part les acides gras trans industriels. Et du coup, je mettais un tableau donc, avec les différents types d'acides gras, leur action sur le HDL, leur action sur le LDL, et une colonne avec le fait de savoir s'ils avaient un effet significatif sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc pour les acides gras saturés, je mettais qu'ils faisaient augmenter le HDL et augmenter le LDL, mais qu'ils n'avaient pas d'effet significatif sur le risque cardiovasculaire. Après les acides gras monoinsaturés, donc faisaient augmenter le HDL, diminuer donc le LDL, mais qui n'avaient pas d'effet protecteur avéré. Sur les AGPI oméga 3, donc qui faisaient augmenter le HDL, diminuer le LDL, mais qui n'avaient pas d'effet protecteur avéré. Sur les AGPI oméga 6, qui faisaient augmenter le HDL, diminuer le LDL, mais qui n'avaient pas d'effet protecteur avéré. Et puis sur les acides gras trans industriels, donc qui faisaient diminuer le HDL, augmenter le LDL, et par contre qu'ils présentaient donc un risque cardiovasculaire plutôt important. Ensuite, je disais, dans son cours, il y avait l'histoire de la prévention secondaire et de la prévention primaire. Et donc, je disais qu'au niveau de la nutrition, donc en prévention secondaire, ce qu'on pouvait faire, c'était remplacer les acides gras saturés par des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, et qu'on pouvait aussi associer des statines avec des oméga 3,
que l'effet bénéfique de l'association des oméga-3 aux statines était supérieur à l'effet bénéfique des statines seules. Et je disais aussi en prévention primaire, donc on pouvait adopter un régime méditerranéen. Au Donc, secondaire aussi, d'ailleurs. Elle en a parlé dans le secondaire. Oui, c'est vrai. Régime méditerranéen, donc à base de fruits, de légumes, de céréales, de légumineuses, de viande blanche, de poisson, d'huile d'olive, de fromage frais, yaourt, eau, activité physique. Et puis en dernier, je disais qu'il y avait une voie à explorer qui était la production de TMA par le microbiote. Ouais, bah c'est super. Voilà. Après, en prévention primaire, les recommandations, c'est 500 mg, tu sais, de PADH, Ah oui. DHA. Euh, Pour des gens qui sont à haut risque, on peut monter jusqu'à 750. oui, donc, ouais, effectivement, on peut le redire. Parce que moi, j'avais été moins dans le détail, bien sûr. Mais donc, j'avais parlé de cette notion de prévention secondaire et de prévention primaire. Dans la prévention secondaire, comme toi, je réduisais les acides gras saturés, régime méditerranéen oméga-3 associé aux statines. J'insistais sur le fait que les acides gras saturés n'avaient pas d'effet significatif sur l'infarctus du myocarde et qu'en prévention primaire, la consommation d'acides gras polyinsaturés, c'était ce que je viens de te dire, 500 et 750. Oui, tu peux parler du rapport oméga 6, oméga 3 aussi. Alors, ouais. Ouais. Mais aussi, un petit peu avant, on peut aussi... parce que là, elle te parle de nutrition peut-être vraiment important. Donc, parce que les facteurs de risque protecteurs des pathologies cardiovasculaires, donc dans les facteurs de risque, et elle fait bien la différence entre ceux qui sont modifiables et ceux qui sont non modifiables. Oui. Donc les trois non modifiables, c'est l'âge, le sexe et les antécédents familiaux. Ah oui. Je me disais, j'en ai oublié un. Et après, dans tes non modifiables, dans tes modifiables, tu as la dyslipidémie. Donc là, on en a suffisamment parlé, mais on peut insister sur l'étude d'intérêt avec les ApoB, le rapport ApoB à poids 1. La notion que quand tu augmentes les HDL associés à une diminution de 31% des triglycérides, diminue de 22% l'infarctus du myocarde ou de la mortalité. Faire une définition, parce que là, elle te parle des pathologies cardiovasculaires, donc l'artériosclérose et l'athérome, pourquoi pas. Mais bon, je trouverais ça un peu lourd, mais bon, si tu as le temps, tu peux parler de ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, les autres facteurs qui sont modifiables, donc il y a le tabac, il y a la sédentarité, l'activité physique, il y a la dyslipidémie, donc là on en a parlé avec la notion d'acide gras, et j'en oublie un. Il y a l'obésité, la sédentarité, le diabète. Le diabète, ouais. Et finalement, on peut jouer sur l'alimentation, l'activité physique et
et la consommation d'alcool, mais on l'a suffisamment expliqué avant pour dire qu'on ne pouvait pas communiquer là-dessus. Parce que c'est les facteurs modifiables euh, sont modifiables grâce à quoi? Grâce à l'HDL, à l'activité, enfin en faisant augmenter l'HDL, en changeant l'alimentation et l'activité et en augmentant l'activité physique. Et en consommant de l'alcool pour augmenter l'HDL, mais bon. Oui. Puisqu'elle a bien insisté quand même sur le fait que l'LDL, Le LDL, ça veut rien dire, quoi. le LDL, ça veut rien dire. Non, mais c'est super hein, ce que tu as mis. Hein. Ouais, j'avais oublié des trucs, là. Le dyslipidémie, j'avais oublié. Après, ton tableau, là, tu peux faire un partage d'écran, s'il te plaît? Ouais, attends, je reviens. Je le remets à jour, là. Alors, comment je fais le partage d'écran? Partager l'écran, donc Microsoft Word. Tu vois suffisamment grand là où tu veux que j'agrandisse? Alors, moi, je ne peux pas jouer avec ma souris, mais alors, maladie cardiovasculaire et alimentation, facteurs protecteurs, âge, tabac, obésité, diabète, sédentarité. Donc c'est vrai que je pourrais mettre des facteurs de risque modifiables et d'autres non modifiables. Bah, tu as juste sexe à remonter et facteur familial à mettre à la suite, c'est tout. Après, moi, j'aurais pas mis obésité et diabète. Hein. Ils y sont pas dans son cours? Moi, c'est des notes que j'ai prises là-dessus. Donc, bon, les notes que j'ai prises là-dessus. Mais bon, c'est pas faux. Hein. Bon, les notes, c'était tension, tabac. Ah, si, il y avait obésité, diabète, pardon. Obésité, diabète sédentaire et dyslipidémie. D'accord. Obésité, diabète, il y a l'hypertension aussi, donc du coup. Hypertension, tabac. D'accord. Obésité, donc dans les modifiables, il y a l'obésité, diabète, sédentarité, tabac, dyslipidémie et hypertension, c'est ça? Ouais. D'accord. Par Après, contre, il n'y a consommation pas. d'acides gras, trans, ouais. Je le mettrai pas. Bon, moi je vais lire comme ça. Donc, artérosclérose, conséquence de l'artérosclérose, limiter la consommation de sel. Ah oui, c'est-à-dire que là, tu fais encore une définition de l'artérosclérose. Oui. Je n'ai pas donné de définition de l'athérosclérose. Hein. Je fais le tour des différents types de maladies cardiovasculaires, donc je remets l'HTA, l'athérosclérose et les conséquences de l'athérosclérose avec l'infarctus, l'angor, l'AVC, l'AIT. Donc je dis que parce qu'elle parle des maladies cardiovasculaires en général, donc elle limite pas quoi. Donc, et ce que je dis, c'est qu'il faut, donc pour limiter l'hypertension, donc il faut limiter la consommation de sel et puis envisager une perte de poids si nécessaire. Parce qu'effectivement, l'obésité elle a souvent quand même un rôle dans l'hypertension. Enfin, ça, elle ne le dit pas. Hein, donc,
Alors, limiter l'athérosclérose, les études montrent que la qualité des acides gras influence le profil lipidique, mais n'ont pas d'effet protecteur ou délétère à part les acides gras trans. Donc là, il y avait le tableau donc, sur les différents acides gras. Donc, tu as mis HDL, LDL. Et c'est quoi ça? C'est sur la fraction? C'est en fait l'influence de l'AGS, par exemple, sur HDL. Donc AGS, il y a un plus, donc ça veut dire que ça Ah fait ouais. augmenter le HDL. D'accord? Donc il y a tout qui fait augmenter le HDL, sauf les AG trans industriels. Et il y a enfin, ce qui fait diminuer le LDL, donc il y a les AGMI, les AGPI, donc avec le DHA, EPA. Et en fait, en risque cardiovasculaire, donc il y a juste les AG trans industriels donc qui augmentent le risque cardiovasculaire, sachant que les autres n'ont pas d'effet significatif ou pas d'effet protecteur avéré. Donc, et du coup, alors là, j'ai rajouté donc en prévention secondaire, donc remplacer les AGS par des AGMI, AGPI, association de statine avec des oméga 3. Donc, limiter les AG en C12, 14 et 16 fortement hétérogènes à 8% des apports énergétiques totaux. Donc, ça, c'est toi qui me l'as un peu soufflé. Limiter les AGS totaux à 12% de l'apport énergétique total. Limiter les acides gras monoinsaturés à 20% de l'apport énergétique total et limiter donc les AGPI à 5% de l'AET, donc avec donc oméga 6 sur oméga 3 égale à 5. 5. Par rapport oméga 6 sur oméga 3 égale à 5. Donc ça, c'est les ANC 2010 en lipides. Et puis, on peut adopter donc un régime méditerranéen ou nordique. Nordique sain. Non. Nordique sain. Nordique sain, oui. C'est ce qui est noté dans les QCM. Hein. Oui, nordique sain, d'accord. Et donc, on peut avoir aussi des apports en DHA plus EPA, donc à 750 mg par jour. Et en prévention primaire, donc limiter les AGS C12, 14, 16, donc toujours à 8%. Alors, 750, c'est dans les sujets à haut risque et 500, c'est Pour la population pour la générale. population générale. Voilà. C'est ce qu'il y a dans les ANC 2010. Donc, les oméga 6 sur oméga 3, donc 4 pour la population générale. AGS totaux à 12% de l'AET. AGS en C12, 14, 16 à 8% de l'AET. Les acides gras monoinsaturés entre 15 et 20% de l'apport énergétique total. Et les AGPI, donc, à 5%, limité donc à 5% de l'AET avec oméga 6 sur oméga 3 égale 4 Pour la population générale. pour la population générale. Oui, parce que ça te fait 0,25% rapport à. Non? Et du coup, la GPI, c'était ça faisait 0,25% à 500 mg. Donc, du coup, tu es à 4%, 0,25. Non, t'es à 0,20 là, si tu es à, t'es à 0,20% si tu es à 5% d'AGPI. Attends, je n'ai pas suivi. Euh, AGPI, pour moi, c'est les oméga. L'apport journalier en EPA et DHA, donc tes AGPI, Oui. c'est 0,25% de l'apport énergétique. C'est à 500 mg. À Donc, 500 mg, c'est voilà. 0,25%. 0,25, donc ça, c'est plutôt du, euh, du 4%. De tes AGPI, je sais pas. Tu as marqué 5. Là, j'ai marqué 5.
Oui, mais si tu as le rapport oméga 6 sur oméga 3 qui est égal à 4, ça veut dire que le total fait 5. Par contre, c'est si oméga 6 sur oméga 3 égale 5, ça veut dire que le total doit faire 6 normalement. Ah oui. Je comprends pas pourquoi tu veux mettre 6. Mais bon, moi, je faisais un calcul tout simple, hein, c'est-à-dire que 0,25%, 0,25% de l'AE, ça me fait que. Non? Ils sont où tes 0,25%? Ben, c'est dans son cours, elle dit que 500 mg d'EPA et DHA correspondent à 0,25% d'AE. D'accord. Mhm. Et du coup, les AGPI, ils représentaient combien? Ben, AGPI, consommation de poisson ou d'EPA, DHA. D'accord, mais ça, C'est oui, pas distinguo. parce que AGPI, en fait, EPA, DHA, c'est le poisson. Mais AGPI, sinon, tu as les oméga 6, donc l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique, donc les C18,2 et C18,3, qui proviennent d'huile végétale. Et donc, c'est ceux-là pour Ah lesquels oui, c'est ceux-là qui feraient 1%. c'est ceux-là qui feraient 5% et 1%. Voilà, c'est l'acide alpha-linolénique donc qui fait 1% et l'acide linoléique qui fait Ah, moi, je ne faisais pas le distinguo. Pour moi, les AGPI, je les mélangeais aux EPA et DHA. Mais non, non, EPA et DHA sont des AGPI, mais si tu veux, on a d'autres AGPI dans l'alimentation. ouais, oui, bien sûr. Dans l'alimentation, tu as des AGPI Oui, tu as dans les huiles, dans les huiles végétales. Voilà. colza et olive. Voilà. Donc, donc colza, olive. Alors, olive, c'est surtout des oméga 9, donc des AGMI. Mais colza, Ah, colza. noix, lin, t'as des oméga 3, hein, donc en C18,3. Et puis, dans le tournesol, donc, tu as des oméga 6, donc des AGPI en oméga 6, donc avec de l'acide linoléique. Non, non, mais c'est bien parce que du coup, ça correspond vraiment, tu vois. Ça correspond certainement, ça correspond à 0,05% de l'AE. Tes acides, tes AGPI autres que EPA et DHA. Oui. Monoinsaturés, quoi. Les, les, Euh, les polyinsaturés, tes polyinsaturés, ouais. oméga 6 et Oui, oméga oméga 6, ouais, tes polyinsaturés des huiles, ouais. 3. Parce que les monoinsaturés, tu les as mis à 15-20%. Oui, 15-20%. Donc ça, c'est les oméga 9 en fait. C'est l'huile d'olive. C'est beaucoup, hein. Ouais, mais tu vois, en quantité, ça fait 3 fois rien, quoi. Parce que T'as trouvé ça où, ça, les AGMI? C'est dans son cours? alors, dans son cours, je ne sais pas si elle les a mis, mais à un moment, il me semble qu'on a une feuille avec les ANC 2010 en lipides. Alors, je ne sais plus dans quel cours c'est peut-être le cours sur les lipides. Je vais aller vérifier. Alors, Je vais me prendre ça en photo. Je l'ai en tête. ah oui, c'est dans le cours sur les lipides. Attends, je le partage.
Alors, je vais l'agrandir parce que ce n'est pas très lisible. Voilà, donc là, maladie cardiovasculaire. Donc, lipides totaux, on est à 35 à 40%. Acide linoléique, donc C18,2, on est à 5%. Acide alpha-linolénique, 1%, donc le rapport est de 5 pour 1. Donc DHA plus EPA, donc on est bien à 750. Là, les acides gras en C12, C14, C16, on est inférieur à 8. Acides gras saturés totaux, donc on est inférieur à 12. Et oléique, donc celui de l'huile d'olive, on est inférieur à 20. Donc, je ne sais plus si c'est ce que j'avais mis. Pour les monos, là. Pour les monos, donc on est bien inférieur à 20, donc en prévention secondaire pour les personnes. Donc c'est ce que j'ai mis dans ma réponse. Et puis donc en prévention secondaire, ça c'est pour la population générale, c'est plutôt cette colonne-là, donc les ANC 2010, donc 35 à 40%, avec un rapport de 4 pour 1, donc entre l'acide linolénique et alpha-linolénique. Non, j'y arrive. L'acide l'alpha-linolénique, 15 à 20 pour l'oléique, inférieur à 12 pour les AGS totaux, inférieur à 8 pour les C12, C14, C16, et puis 250 pour EPA et DHA. Il faudrait peut-être rajouter d'ailleurs 35 à 40% des lipides totaux. Des lipides totaux. Ce qui, ouais. Descends un petit peu, non? Ces recommandations assurent un bon fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. Non, non, mais elle est parfaite, hein, ta réponse à cette question. Elle est très bien détaillée. Ok. On regarde une autre question là. Ouais.